Alors oui, merci beaucoup Habib pour l'invitation pour ce colloque où il y a beaucoup de participantes et de participants. Donc ce matin, c'est David et donc Coussins et moi-même qui allons vous présenter les résultats d'un projet qui maintenant remonte sur plusieurs années, hein, depuis maintenant au moins 4 ans, qui a été réalisé en collaboration avec Bertrand Lavoie, donc, qui est professeur à l'Université de Sherbrooke et qui est présent également et qui pourra répondre à d'éventuelles questions à l'issue de notre présentation. Donc, ce qu'on va faire ce matin, je vais commencer par prendre la parole et ensuite David parlera à son tour. Donc, dans un premier temps, et David, là, si tu peux avancer la slide suivante. Dans un premier temps, je vais vous parler du premier mandat qui nous avait été confié à David et Bertrand par le ministère de l'Enseignement et de l'Éducation supérieure. Et David, dans une deuxième partie, vous parlera du deuxième volet de ce projet de recherche qui avait donné lieu à la création d'un outil d'aide à la décision en matière d'accommodement raisonnable pour motifs religieux et tout ce qui concerne les locaux religieux dans les établissements d'enseignement supérieur au Québec, à savoir les cégeps et les universités. Alors, tout d'abord, un petit peu l'histoire de son mandat, qui va nous ramener un petit peu en arrière, puisque le projet trouvait son origine dans l'actualité québécoise au printemps, à l'hiver et au printemps 2015, au moment où, vous vous en souvenez, plusieurs jeunes Québécois avaient rejoint ou tenté de rejoindre la Syrie. Parmi ces étudiants, certaines et certains étaient inscrits dans des cégeps, et ce qui avait attiré l'attention médiatique sur ces collèges. Alors, devenant par ce biais le cœur de l'attention médiatique et politique, plusieurs cégeps et universités ont alors interrogé leurs pratiques d'aménagement institutionnel de la diversité culturelle et religieuse, et ont parfois remis en cause l'opportunité d'autoriser toute pratique ou manifestation religieuse au sein de leur établissement. À l'époque, j'étais à Maisonneuve et c'est ce qu'on avait connu. C'est donc dans ce contexte que David Coussins, Bertrand Lavoie et moi-même avions proposé au ministère de l'Éducation un projet de recherche portant spécifiquement sur les demandes d'accommodement raisonnable pour motifs religieux et sur les espaces destinés aux activités religieuses dans les établissements d'enseignement supérieur. Alors, on avait formulé deux objectifs. Le premier objectif, c'était d'établir un diagnostic des pratiques d'harmonisation mises en place par les établissements en lien avec les espaces destinés aux activités religieuses et les demandes d'accommodement raisonnable pour motifs religieux. Et le deuxième objectif, c'était de formuler un certain nombre de recommandations ou de pistes de solutions afin de soutenir l'action institutionnelle des établissements dans ce domaine. Alors, quelques éléments concernant la méthode de recueil des données. Donc, ici, vous avez sur l'image deux tableaux qui vous présentent la démarche de recherche que nous avions adoptée. Donc, c'était une recherche de nature qualitative qui reposait sur des entrevues, donc des entrevues de recherche semi-directives, avec 3 catégories d'acteurs au sein d'établissements supérieurs, donc à la fois des cégeps et des universités. Au sein de ces établissements, nous avons rencontré 3 catégories d'acteurs, des usagers, donc principalement par le biais des associations étudiantes, des intervenantes et des intervenants, donc des gens travaillant à la vie étudiante ou au service interculturel lorsqu'il y avait un tel service, mais également des décideurs, c'est-à-dire les services de direction, notamment à la vie étudiante. Donc, on a réalisé en tout quasiment une centaine d'entrevues, donc 95 entrevues, donc un matériel tout à fait considérable, réparti dans 17 établissements que vous voyez ici à l'écran, 10 collèges et 7 universités. Alors, il faut souligner qu'on avait pris le parti d'essayer d'avoir un échantillon qui fonctionne à l'échelle du Québec et pas simplement à l'échelle de la simple métropole montréalaise, puisque la diversité
culturelle ou la diversité religieuse est observable dans des établissements dans l'ensemble du Québec. Ajoutons également que nous avons aussi procédé à un travail, on a fait un travail d'analyse documentaire, tout d'abord des politiques internes des établissements concernant les relations interculturelles, mais également les procès-verbaux des conseils d'administration, des commissions des études et des comités de relations du travail. Alors, on peut passer à l'image suivante, qui concerne les résultats de cette première recherche. Alors, tout d'abord, l'enquête de terrain que nous avons menée, c'est-à-dire les 95 entrevues, ont mis en lumière ce qu'on pourrait appeler l'ambivalence ou les hésitations des gestionnaires sur la nature des mesures qu'ils doivent mettre en œuvre pour administrer la diversité religieuse au sein de leur établissement. Les entrevues ont révélé des tensions entre, d'une part, une approche plus inclusive, soucieuse d'assurer à l'ensemble des personnes fréquentant les établissements publics des espaces accueillants et exempts de contraintes relativement à l'expression des manifestations religieuses. Donc ça, c'était une première catégorie d'établissements. Et d'autre part, une approche plus encline à un encadrement soutenu de ces manifestations religieuses, cherchant un cadre de référence et une certaine planification quant à la reconnaissance de la diversité religieuse. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'ambivalence que nous avons observée se déploie au travers d'un contexte social et juridique québécois en pleine évolution et par conséquent difficilement lisible et compréhensible pour la plupart des acteurs interrogés lors de l'enquête. De ce point de vue, je précise que les enquêtes avaient été réalisées avant l'adoption de la loi de 2019 sur la neutralité de l'État et que probablement il serait intéressant de réactualiser nos données pour voir quels ont pu être les impacts dans les établissements. Alors, 3 principaux traits ont émergé du portrait de la situation dans les collèges et les universités à l'étude, et c'est ce que vous voyez à l'écran, ce sont les 3 points inscrits. Le premier élément, c'est qu'on a une population étudiante qui ne cesse de se diversifier, non seulement donc en raison de l'augmentation de la clientèle étudiante issue de l'immigration, mais également en raison du nombre croissant d'étudiants internationaux. Et par exemple, dans les établissements d'enseignement en région, beaucoup de programmes se maintiennent grâce à ces étudiants-là. Donc, loin de constituer un problème pour les établissements, l'apport de ces étudiants constitue une occasion pour augmenter les effectifs étudiants et continuer d'offrir des programmes. Cette diversification représente un défi important pour plusieurs des personnes que nous avons rencontrées en entrevue, en particulier au regard de la nécessité de répondre au plus grand nombre de besoins étudiants, y compris ceux qui sont liés à la pratique religieuse. Le deuxième élément qui ressortait des entrevues, c'est que le nombre de demandes d'accommodement raisonnable pour motifs religieux est relativement faible au sein des établissements. Donc, il y a vraiment un effet de surmédiatisation de ce type de demande-là, alors que dans la réalité, il y en a relativement peu. Donc, dans une majorité d'établissements, les demandes d'accommodement raisonnable pour motifs religieux sont inexistantes. Et c'est seulement une minorité d'établissements à l'étude qui ont indiqué recevoir des demandes, celles-ci ne dépassant jamais le nombre de 10 demandes par trimestre. Ce qui est intéressant, c'est que les données récoltées ont permis d'établir la présence de 2 types de procédures de réception et de traitement de ce type de demande d'accommodement. Une procédure ad hoc et une procédure davantage institutionnalisée. Alors, c'est sûr que lorsqu'il y a une procédure ad hoc où on fait plutôt du cas par cas, dans ces cas-là, il y a souvent un certain nombre de questions qui émergent au moment du traitement de la demande parce que justement, il n'y a pas de protocole qui a été mis en place. Le troisième résultat qu'on a pu tirer de notre recherche, ça concerne l'administration des locaux pour activités religieuses. Donc, dans la moitié des établissements qui ont participé, donc qui constituaient notre échantillon dans le cadre de la recherche, aucun local n'était mis à la disposition des étudiants pour de telles activités. Et dans ces établissements, on a pu observer que plusieurs personnes pris tout de même à l'intérieur de l'édifice
souvent dans les cages d'escalier. Donc là, on parle vraiment de pratiques qui sont davantage des pratiques collectives, puisque les pratiques individuelles peuvent tout à fait se faire individuellement, en silence, n'importe où. Par exemple, on peut prier à la bibliothèque si c'est quelque chose qui se fait, qui est intérieur, donc qui reste du domaine de l'intime. Donc, dans l'autre moitié des établissements participants, on retrouve soit des locaux qui sont non dédiés à la prière, soit des locaux qui sont directement dédiés à cette pratique. Donc, à l'issue de notre étude, on pouvait dire que dans l'ensemble, ces enjeux d'accommodement raisonnable et d'espace de prière ne constituent pas un problème majeur au sein des établissements participants, mais néanmoins représentent parfois un irritant, principalement en raison de sa difficile administration quotidienne et par le faible soutien institutionnel au regard des démarches à mettre en œuvre. Alors, on peut passer à la dernière slide de ma partie. Afin de répondre à un certain nombre de défis qu'on a pu observer dans la recherche, notre rapport présentait un certain nombre de recommandations que je vais lister assez rapidement. Donc, il y en a 5 recommandations principales. La première, c'est de favoriser la mise en place de procédures planifiées de réception et de traitement des demandes d'accommodement raisonnable pour motifs religieux, afin d'éviter justement ce traitement à chaque fois au cas par cas qui suscite un certain nombre d'interrogations auprès des intervenants et auprès de l'administration. La deuxième recommandation, c'est de proposer aux établissements de répondre à des demandes d'accès à des locaux de prière par une administration d'espace à vocation non religieuse dans une perspective inclusive et planifiée. La troisième recommandation consiste à encourager les établissements à administrer les espaces à vocation religieuse dans une perspective inclusive et planifiée. La quatrième recommandation était de favoriser la concertation des ressources et des informations disponibles au ministère afin d'offrir un service conseil en matière d'accommodement raisonnable adapté à la réalité du milieu éducatif. Et enfin, la dernière recommandation, c'est celle qui ouvre la porte au deuxième volet de notre recherche, c'est-à-dire la production d'un guide, puisque cette cinquième recommandation consistait à élaborer et rendre disponible un registre de bonnes pratiques en matière de gestion de la diversité, excusez-moi pour la petite coquille, en matière de gestion de la diversité culturelle et religieuse dans le réseau de l'enseignement supérieur. Donc, c'est cette cinquième recommandation qui a donné lieu à un deuxième mandat qui nous a été confié par le ministère, et c'est ce deuxième mandat qui a conduit à la production d'un guide d'aide à la décision, et c'est ce guide dont va vous parler David dans la deuxième partie de la présentation. Oui, donc bonjour. Le mandat était initialement donc, de produire effectivement un guide de bonnes pratiques, mais ce guide a été travaillé donc, conjointement avec les différents collèges et universités que nous avions rencontrés, et plutôt que d'adopter une perspective un peu normative, c'est-à-dire donner les bonnes pratiques à adopter, on a préféré faire un guide d'aide à la décision qui était adaptable à chacune des situations spécifiques des établissements avec lesquels on avait pu travailler. Et donc, c'est un guide d'aide à la décision en matière d'accommodement raisonnable. Et ici, je voudrais revenir sur un élément qu'a indiqué Frédéric tout à l'heure. Il a évoqué la loi de 2019 sur la laïcité de l'État. En réalité, la loi de 2019 sur la laïcité de l'État ne va rien changer pour nous sur la question des accommodements raisonnables. Elle ne légifère pas du tout sur cette question-là. Donc, en matière d'accommodement raisonnable, le droit applicable est toujours celui issu d'une jurisprudence de la Cour suprême du Canada de 1985. Et donc, a priori, rien n'est réglé, si tant est qu'il y ait eu un problème majeur d'accommodement raisonnable. Mais pour le moment, l'état du droit est toujours le même que celui qui était il y a donc maintenant 40 ans. Alors, pourquoi le guide? Et je reviens sur quelques éléments que Frédéric a indiqués. Les constats, c'était qu'il y avait très peu
d'enjeux de diversité religieuse dans les établissements qu'on avait visités. Mais par contre, quand il y en avait, ils suscitaient des vrais questionnements et des vrais malaises sur au moins deux aspects. Le premier, c'était comment fait-on pour gérer, pour comprendre des expressions du religieux qui souvent ne sont pas normalisées dans la culture, donc dans un contexte de Québec qui est très sécularisé, avec une méconnaissance du phénomène religieux. Donc en plus, quand ce phénomène religieux n'est pas un religieux majoritairement chrétien que l'on connaît, comment s'en saisit-on? Et la deuxième question, c'était, eh bien, on a un dispositif juridique qui demeure finalement assez abscon, qui est difficile à saisir et qui effectivement est toujours lié, comme je le disais, à une vieille décision de jurisprudence de 1985. Donc, comment fait-on? Et très concrètement, on s'est rendu compte, comme l'a dit Frédéric, qu'on tâtonnait beaucoup. Donc, le guide qu'on a voulu faire, c'est un guide qui aide à la prise de décision en matière d'accommodement raisonnable sur les accommodements pour motifs religieux et sur les questions d'utilisation des espaces religieux, sachant que les questions d'espaces religieux sont de toute façon des enjeux d'accommodement raisonnable. Donc, nous, on les a dissociés parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des demandes d'accommodement raisonnable avec des dispenses de cours, des demandes de dérogation pour certains horaires qui étaient très spécifiques, et ensuite un gros enjeu au regard des espaces religieux. Donc, à des fins, on va dire, pédagogiques, on les a dissociés, mais les questions qui concernent les espaces religieux sont de toute façon des questions d'accommodement raisonnable. Et donc, les paramètres que nous avions, c'était de produire cet outil pédagogique, mais de façon à ce qu'il soit très souple, très adaptable aux différents contextes, qui ne soit pas normatif. Et ça, c'est une demande qui nous a été faite donc expressément des collèges et des universités avec lesquels nous avons travaillé. Donc, le guide que nous avons produit est structuré en trois parties. Alors, une première partie qui précise les repères contextuels et juridiques. Donc, c'est une partie qui va être assez dense, mais dans laquelle nous revenons sur l'histoire et le droit de la laïcité, sur les obligations juridiques qui s'imposent en la matière pour les établissements d'enseignement supérieur et sur la nature des droits et libertés dont peuvent se prévaloir les usagers, donc les étudiantes et les étudiants. Donc, c'est une partie qui va être un peu plus dense, mais qui, dans la discussion avec les représentants des collèges et universités, s'est avéré nécessaire pour avoir des éléments donc, de contexte importants sur lesquels il était possible de revenir quand on utilisait l'outil très concrètement. Et l'outil va se décliner sur les deux volets que j'évoquais tout à l'heure. Donc, premier volet, l'accommodement raisonnable pour motifs religieux. Deuxième volet, l'espace de prière. Et aujourd'hui, je vais évoquer uniquement le premier volet, qui est le volet accommodement raisonnable. Donc, l'outil, d'abord, on rappelle concrètement quels sont les repères juridiques. On définit des paramètres décisionnels qui doivent être pris en compte donc, pour aider à la réflexion et à la prise de décision. On structure ces paramètres autour d'un arbre décisionnel, c'est-à-dire on indique les différentes étapes qu'il serait utile de suivre pour s'aider dans la prise de décision. Et on illustre le tout en fin de parcours par différents cas pratiques, donc différentes situations problématiques qui nous ont été soulevées par les collèges et universités. Et sans jamais donner la réponse à adopter, mais en indiquant finalement quelles sont les bonnes questions à se poser pour arriver à déterminer de façon très circonstanciée une réponse qui ne serait pas contra legem et qui, par ailleurs, permettrait de continuer à bien faire fonctionner le service et à poursuivre les objectifs qu'on peut avoir dans des établissements d'enseignement supérieur. Alors, très concrètement, le guide. Donc, là, on est sur la question, le volet 2, accommodement raisonnable. Mais en sachant que les espaces de prière, comme je l'ai dit, ça va se décliner à peu près de la même façon. Donc, dans un premier temps, on redonne des repères juridiques. Donc, très rapidement, c'est quoi l'accommodement raisonnable?
eh bien, on est dans un contexte où on va avoir une norme, une pratique ou une politique qui est adoptée par l'établissement d'enseignement, qui est légitime et qui est justifiée, qui s'applique à tous sans distinction, mais qui va avoir un effet de discrimination indirecte à l'endroit d'une catégorie de personnes ou d'une personne identifiée. Et une discrimination indirecte au regard d'un droit garanti par la charte, des chartes québécoises et canadiennes. Discrimination indirecte, ça veut dire qu'il y a une rupture d'égalité. Une rupture d'égalité, le principe d'égalité est garanti tant par la charte québécoise que par la charte canadienne. Et une rupture d'égalité, ici, qui va être liée à une nécessité d'exercer sa liberté de conscience et de religion. Je vais prendre un exemple très, très rapide. Un enseignement dit qu'il y a un port d'un uniforme, et le port de l'uniforme impose qu'il n'y ait pas de couvre-chef. Le règlement est neutre, légitime, justifié, il s'applique à tous sans distinction, mais il pourrait avoir un effet indirect de discrimination à l'endroit d'une personne dont la religion impose le port d'un couvre-chef religieux, d'un foulard, d'un sous-turban sikh. Et donc, rupture dans l'égalité, dans la possibilité d'accéder à l'établissement d'enseignement pour un motif de nature religieuse. Donc ici, on est sur des principes de justice qui touchent aux droits fondamentaux de la personne. Et on est sur ce qui va déterminer la nature de l'accommodement. Mais l'accommodement, il doit être raisonnable, c'est-à-dire qu'il ne doit pas frapper la contrainte excessive. La contrainte excessive, ça va être notamment le fait que si on fait cet accommodement qui va être donc un accommodement raisonnable et individuel, il ne faut pas que ça entraîne des coûts particuliers pour le service ou des coûts excessifs pour le service, pour l'établissement. Il ne faut pas que ça entraîne des contraintes de sécurité pour l'établissement. Il ne faut pas que ça porte atteinte aux droits des tiers. Il ne faut pas que ça perturbe le bon fonctionnement du service. Donc, il y a tout un ensemble de paramètres à prendre en considération qui nous permettent de voir si on rencontre une contrainte qui serait excessive et qui fait que notre accommodement n'est plus raisonnable. Donc ça, c'est les repères juridiques. Donc, deuxièmement, avoir rappelé ces repères juridiques, ça nous permet de déterminer des paramètres qui aident à la prise de décision. Les premiers paramètres, c'est, comme j'indiquais, les principes de justice. Est-ce qu'on est dans un contexte où on a une rupture d'égalité et donc une discrimination indirecte? Et est-ce qu'on est dans un contexte où on peut se revendiquer de la liberté de conscience et de religion? Donc, deux principes de justice. Si on est dans un contexte où on pense qu'il peut y avoir une rupture d'égalité, il faut qu'on se pose certaines questions. Est-ce que cette norme ou cette pratique engendre effectivement une distinction qui serait désavantageuse pour certains étudiants? Est-ce qu'elle peut entraîner une exclusion ou une préférence qui va justement porter atteinte au principe d'égalité? Et sur la question de la liberté de conscience et de religion, il y a des questions qu'on peut se poser aussi. La personne qui revendique sa liberté de conscience et de religion, est-elle sincère? Agit-elle de bonne foi? Donc, en fait, des questions qui concernent des paramètres de justice et qui déterminent la nécessité de faire un accommodement. Une fois qu'on a déterminé si on était dans un cas où il fallait réfléchir à la possibilité de faire un accommodement, il y a d'autres paramètres décisionnels à prendre en compte et qui sont les paramètres liés à la contrainte excessive, donc au caractère raisonnable de l'accommodement. Et ici, ces paramètres concernent les droits des tiers, la relation dialogique, la sécurité, la mission du service public, etc. Donc, en fait, on revient sur chacun de ces paramètres liés à la contrainte excessive en indiquant, et là, on donne des exemples dans le PowerPoint, des types de questions que l'on peut se poser. Les droits des tiers. Est-ce que la demande de l'étudiante ou de l'étudiant entraîne une atteinte aux droits d'autrui? Par exemple, est-ce que la demande de l'étudiante ou de l'étudiant entraîne une atteinte au principe d'égalité entre les femmes et les hommes? Ce qui pourrait s'observer dans un cas où on aurait une demande de cours séparés, non mixtes. Relation dialogique. Est-ce que la personne qui demande un accommodement est ouverte au dialogue, c'est-à-dire est ouverte à des possibilités, par exemple, de solutions alternatives, innovantes, ou est-ce que la personne est complètement fermée?
Je vais aller très vite, hein, on va aller sur la sécurité, par exemple. Est-ce qu'il y a un enjeu de sécurité dans la demande relative à la liberté de conscience de la personne? Est-ce qu'il y a des exigences législatives en lien avec la norme de sécurité en cause? Est-ce que le risque est réel ou bien hypothétique? Donc ça, c'est le type de question qu'on a pu se poser, par exemple, en 2006, dans la décision Moultani de la Cour suprême qui était relative au port du kirpan par un élève dans une école de la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Donc, deux types de paramètres. Les paramètres de justice, question de l'égalité, question de la liberté de conscience et de religion, et ensuite des paramètres décisionnels qui renvoient à l'idée de contrainte excessive, et donc ça va être la sécurité, les règles procédurales, les droits d'autrui, la salubrité, etc. Alors, envisager tous ces paramètres nous a permis de créer un arbre décisionnel. Et l'arbre décisionnel, c'est l'arbre que l'on propose de suivre pour s'aider dans cette prise de décision. Donc, on commence avec une demande d'accommodement raisonnable. Les premières choses, comme je le disais, à déterminer, c'est dans quelle mesure nous sommes bien face au respect de principes de justice, donc des principes des droits fondamentaux que l'établissement doit impérativement donc, respecter et garantir à ses usagers. Première chose à prendre en considération, c'est y a-t-il une rupture de l'égalité et potentiellement une discrimination indirecte? Donc, s'il n'y en a pas, s'il n'y a pas de rupture d'égalité, dans ce cas-là, on peut directement envisager le refus. Mais s'il y a une rupture d'égalité, on regarde au regard de quel droit se fait cette égalité. Et ici, on est au regard de la liberté de conscience et de religion. Et on va essayer de déterminer, à partir de certaines questions qu'on indique dans le guide, dans quelle mesure il y a une atteinte à cette liberté de conscience et de religion. S'il y a une atteinte, on poursuit le raisonnement en regardant les paramètres liés à la contrainte excessive. S'il n'y en a pas, on peut envisager le refus d'accommodement raisonnable. Et ensuite, comme vous voyez dans l'arbre décisionnel, on distingue donc les différents paramètres, donc le droit des tiers, le dialogue, la procédure, la sécurité, le coût, etc. Et on propose de passer à travers chacun de ces paramètres qui pourraient justement nous montrer qu'il y aurait une contrainte trop forte pour l'établissement dans l'accord de cet accommodement. Et si la contrainte est excessive sur un seul de ces paramètres, eh bien dans ce cas-là, on peut déterminer un refus de l'accommodement raisonnable. Si ce n'est pas le cas, l'accommodement raisonnable doit être accordé. Donc en fait, cet arbre décisionnel, on a essayé de l'illustrer à travers différents cas. Donc il y a plusieurs cas qui vont concerner l'accommodement raisonnable de nature religieuse et plusieurs cas qui vont concerner la question des espaces de prière, qui est une question qui est récurrente et assez importante dans les établissements qu'on a pu visiter. Et ces cas, on les a créés et ensuite explicités, donc en collaboration toujours avec les établissements avec qui on avait travaillé. Donc sous forme de retour, l'idée étant de voir effectivement si on n'était pas en train de créer des cas fictifs ou des cas qui ne seraient pas utiles, et donc de coller au mieux aux réalités, aux besoins pratiques des établissements. Donc, je vous donnerai un exemple ici. Un étudiant demande à l'enseignant de s'absenter de certaines activités pédagogiques pour des raisons religieuses. Par exemple, un étudiant de confession musulmane désire de s'absenter le vendredi pour pouvoir participer à des activités de prière. Et une fois qu'on a posé le cas, à partir de situations réelles qui avaient été observées, eh bien, et alors je suis désolé pour cette diapositive qui est très difficilement lisible, donc c'est pas très bien, c'est pour un enseignant, ça peut laisser douter de ses capacités pédagogiques, mais bon, passons. Donc, nous avons ici donc, repris chacun des paramètres que j'ai indiqués tout à l'heure, et puis on a essayé de les illustrer en disant, est-ce que c'est des paramètres qui vont être difficiles à évaluer ou relativement faciles à évaluer? Donc là, on est dans le cas d'un étudiant qui demande à être
dispenser de cours pour des raisons religieuses. Bon, alors, si on va sur le deuxième paramètre que l'on indique ici, le paramètre du droit des tiers, est-ce que cette demande, elle porte atteinte au droit des tiers? Ça, c'est un paramètre qui, a priori, est assez facile. Non, s'il est absent aux activités pédagogiques, il va nuire à lui-même, mais a priori, il ne va pas nuire nécessairement au droit des tiers. Donc, c'est a priori un paramètre facile. Après, on ne donne pas de réponse non plus, parce que peut-être qu'il y a des activités pédagogiques qui nécessitent un travail collaboratif entre les étudiants. Donc, il pourrait y avoir une atteinte à certains droits des tiers. Mais, généralement, on peut supposer que le paramètre va être assez facile. Un paramètre à complexité moyenne, ça va être le paramètre de la liberté de conscience et de religion. Alors ici, c'est pas toujours bon, complexité moyenne, mais finalement, il est plus complexe que ce qu'on pense, parce que la liberté de conscience et de religion, on va devoir nécessairement déterminer si l'étudiant ou l'étudiante est sincère et de bonne foi dans sa demande. Et sincère et de bonne foi, et donc s'il est sincère dans sa croyance, même si sa croyance ne correspond pas au dogme ou aux principes religieux de façon assez orthodoxe. Et c'est quelque chose qu'il va falloir évaluer à partir d'une relation donc, dialogique, de discussion avec l'étudiant. Ce n'est pas toujours facile, d'une part parce qu'on est dans un contexte de méconnaissance du religieux. Donc, les administrateurs, les enseignants ne connaissent pas forcément la nature religieuse, et d'autre part parce qu'on ne peut pas vraiment s'appuyer sur des interlocuteurs religieux, qui pourraient être le prêtre, le rabbin ou l'imam, parce que la parole, on va dire, officielle ne fait pas foi. Ça n'est pas parce que l'étudiante ou l'étudiant va avoir une croyance qui est en porte-à-faux avec ce que va nous dire le prêtre, l'imam ou le rabbin, qu'elle n'est pas sincère et que par là même, elle ne doit donc pas être garantie au regard du principe de liberté de conscience et de religion. Et donc ça, c'est un problème qu'on n'a pas réussi à résoudre. On ne peut pas donner d'outils plus précis que ça. Et c'est vraiment quelque chose qui doit être déterminé dans une relation de dialogue avec les étudiants. Donc, je termine ici en disant que sur la forme, bon, on propose ensuite toute une procédure avec des formulaires qui permettent de simplifier le travail des administrateurs à remplir et qui balisent aussi la façon dont on peut organiser le dialogue entre étudiants, enseignants et administrateurs. Mais essentiellement, voilà, je voulais vous présenter les paramètres que nous avions définis et cet arbre décisionnel, la façon dont on pouvait le mettre en lien avec des cas pratiques. Voilà.